Bonjour à tous, il est 13h30, c'est l'heure de lancer le quatrième webinaire de la semaine de la transformation numérique sur le sujet collaboratif et télétravail. On est ravis de vous accueillir lors de ce webinaire. Cette semaine de la Transfonum, qui est lancée du coup par la Mêlée, elle a pour objectif de vous présenter les bonnes pratiques de la Transfonum dans le cadre de l'opération transformation numérique et cybersécurité qui est labellisée par la région Occitanie. Cette opération, nous à la Mêlée, on la décompose en 3 phases. Une première étape de sensibilisation. Donc, comment vous sensibilisez, vous, entreprises de la région, aux bonnes pratiques de la transformation numérique, aux enjeux de la Transfonum. Une deuxième étape une deuxième étape avec un pré-diagnostic en ligne qui est gratuit et qui vous permet de mesurer la maturité numérique de votre entreprise, qui nous amène enfin à une troisième étape pour vous permettre de bénéficier d'un accompagnement avec un expert de la Mêlée qui peut être pris en charge à 50%. Donc, voilà, finalement, vous ne payez que la moitié de la prestation de nos experts. Lors de cette semaine de la Transfonum, on vous présente les 7 champs d'action de la Transfonum de la Mêlée. Nos 7 champs d'action, c'est le e-commerce, la relation client, la com digitale, le collaboratif et le télétravail. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. L'organisation et les process, la data et le cloud, la cybersécurité et le RGPD. Comme vous pouvez voir, on a une grosse programmation. Si vous avez loupé les 3 premiers webinaires, des replays seront dispo. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pourrez avoir accès à tous. Vous pourrez avoir accès à ces derniers webinaires. Ce webinaire sur le collaboratif et télétravail sera également disponible en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à aller refaire un petit tour après sur notre page YouTube de la Mêlée. Et si vous n'êtes pas inscrit au prochain webinaire, n'hésitez pas à vous y inscrire aussi pour demain et après-demain. Quelques petites consignes. C'est un webinaire qui est enregistré, comme je viens de le préciser, un replay est dispo. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez couper vos caméras. Lors des interventions de nos 4 super experts que je vais vous présenter juste après, je vais vous demander de garder vos micros coupés. On va avoir un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat juste en dessous ou à lever la main et à prendre la parole à la fin des interventions de nos super experts. Voilà, donc on a 4 super experts aujourd'hui. On a Aude Anizan de Medsys, Philippe Bressolin de CoConsult, Jean Barré-Castan de Cooperbi et Pascal Rassat de Citica. Ce sont eux les experts, c'est pour eux que vous êtes là aujourd'hui. Donc, je vais de suite leur laisser la parole pour qu'ils vous présentent du coup le sujet du jour, collaboratif et télétravail. Et je donne tout de suite la parole à Pascal. Merci Constance. Donc, je vais partager mon écran. Alors, dans collaboratif et télétravail, il y a le mot télétravail. Donc, moi, je vais démarrer par une description de ce qu'on a vécu à la fois en 2020, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui va déboucher, vous le verrez, sur tous les aspects numériques qui sont une composante importante. Où c'est que vous en êtes sur les questions de télétravail, si vous avez mis en place le télétravail et si vous l'avez contractualisé. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez officialisé le déploiement du télétravail dans votre entreprise? Il y a 2 façons, en fait, de déployer le télétravail. Première chose, c'est le mettre en place de manière un peu intuitive, non contractualisée, ou alors de définir un accord, de signer une charte de télétravail et donc d'essayer de définir des règles en amont. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez mis en œuvre dans votre entreprise? Alors, 55% l'ont officialisé, 45% ne l'ont pas officialisé. OK. Alors ça, c'est une composante importante parce qu'on va voir qu'en matière de déploiement du télétravail, la question de la contractualisation est une question centrale qui montre en fait un peu la stratégie de l'entreprise en matière de déploiement.
Alors, ce qu'on a vécu en 2020, c'était une période de télétravail, et ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est une période de télétravail qui est un peu particulière. C'est du télétravail dégradé, qui n'est pas mis en place dans le contexte habituel, qui est encadré par le cadre juridique. Donc, le télétravail, le travail jusqu'à maintenant, il y a tout un tas d'évolutions du travail qui se sont mis en œuvre ces derniers mois et ces dernières années. Jusqu'à maintenant, on avait des espaces suivant le statut avec un immobilier qui était centralisé, des espaces qui étaient cloisonnés ou en open space. On avait une part d'espaces collectifs, donc des salles de réunion. Et puis, on avait ce qu'on appelle des postes de travail affectés, c'est-à-dire que chaque personne avait son poste de travail avec des territoires individuels de travail. Ça avait une conséquence sur les questions de management. On était sur un mode de management très traditionnel, hein, avec une organisation hiérarchisée. Donc avec des strates, avec un mode de travail individuel dominant. On parle beaucoup de collaboratif, hein, mais en fait, est-ce qu'on met vraiment en place le collaboratif dans les entreprises aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant en tout cas? Ça, c'est une vraie question. En fait, si on regarde un peu les études, on se rend compte que le mode de travail, il est essentiellement individuel, c'est-à-dire qu'on est centré sur des tâches individuelles, en tout cas jusqu'à maintenant. Et puis le présentiel était la norme. Certes, il y avait déjà des formes de télétravail qui étaient mises en place, hein, mais c'était généralement sur un jour par semaine. Ça pouvait être sur des formules de jours flottants, donc pas des formules fixes. Donc on était quand même sur un système de présentiel fortement majoritaire sur le mode d'organisation. Les évolutions du travail et du management, aujourd'hui, on commence à les voir, hein, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus un mix entre du flex-office, du télétravail et des tiers-lieux. Ça, c'est des choses qui commencent à émerger à la fin de la crise. On entend beaucoup dans les médias aujourd'hui des personnes qui disent, en fait, moi, le télétravail, je veux continuer en télétravail depuis mon domicile, ou au contraire, j'en ai marre du télétravail parce que ça m'a coupé du reste de l'équipe et que je supporte plus d'être seul chez moi. Donc, il y a aussi cette question des tiers-lieux de travail qui peut commencer à émerger, hein, dans quel lieu on peut travailler autre que le bureau, mais aussi autre que le domicile. Et du coup, ça pose la question du flex-office, c'est-à-dire de la possibilité d'avoir des bureaux flexibles, qui soient par moment le domicile, peut-être à d'autres moments le bureau, et sans doute à d'autres moments d'autres lieux, avec certainement une plus forte part de nomadisme. Donc là, on passe dans des systèmes où les espaces sont conçus selon les usages, hein. On n'est plus selon le statut, mais on passe aux usages. On a des systèmes de bureaux libres, c'est des choses qu'on voit de plus en plus émerger dans les organisations, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bureau attitré, mais on a en fait un bureau qu'on peut utiliser en fonction de sa présence sur site. Et en dehors de ça, on travaille souvent à distance. On a jusqu'à 80% d'espace collaboratif, on a des postes de travail qui ne sont pas affectés, et on a essentiellement des territoires d'équipe. Alors ça rebat un peu les cartes du management, hein, avec un management qui est beaucoup plus collaboratif. Une organisation raccourcie, un mode projet. Alors ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup, voilà, mais qui aussi percutent beaucoup les questions d'outils numériques. Une entreprise ouverte et une mixité entre présentiel et distanciel. Et finalement, la fin de la crise, ça va être un peu ça. Ça va être d'essayer de définir en fait une forme de mixité entre du présentiel qui sera plus prédominant comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais qui devra intégrer aussi une part de distanciel à différents moments. Et moi, je crois que beaucoup, en tant que consultant sur le télétravail, on a fait pas mal d'audits et d'évaluations à la sortie de la crise. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, on ne sera pas dans du tout distanciel, que personne ne veut. On ne sera pas non plus dans du tout présentiel, qui devient un peu impossible au jour d'aujourd'hui. Mais on passera à quelque chose d'un peu mixte, où on aura une part de l'un, une part de l'autre, en fonction des temps de la semaine. Voilà. Alors, et tout ça, il va falloir évidemment le contractualiser. C'est un peu l'objet de ma question de démarrage. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2020, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est du télétravail imposé, très dégradé. Hein, c'est pas moi qui le dis, mais on le lit un peu partout dans les médias. Non encadré ou très peu encadré. En tout cas, ça, c'était ce qu'on a vu beaucoup pendant les 3 premiers mois de la crise. Hein, donc, peu anticipé, peu organisé et sans doute aussi peu sécurisé. Et puis, avec un environnement technique qui était lui aussi dégradé. Il n'y avait pas eu d'anticipation. Donc, nous, ce qu'on a pu observer, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations
dans lequel le nombre d'ordinateurs portables n'était pas suffisant, mais au-delà de ça, il n'y avait pas tous les outils pour se réunir. Donc, on a vu se déployer des systèmes Zoom, des systèmes Teams, des systèmes de visio, des outils de travail collaboratif, enfin, tous les outils dont on va vous parler pendant cette session aujourd'hui, on les a vus se mettre en place au fur et à mesure, finalement, de la crise. Donc, la question pour l'après-crise, c'est aussi de tout remettre à plat, c'est-à-dire d'avoir un télétravail qui soit plus un télétravail choisi, de l'encadrer juridiquement. Donc, ça veut dire d'avoir une charte ou un accord de télétravail. Et puis, sur le sujet qui nous intéresse directement aujourd'hui, d'avoir un environnement technique qui soit beaucoup plus adapté à des formes de nomadisme, on le disait, mais aussi aux questions de flex office et à des lieux de travail, de télétravail qui peuvent évoluer et changer. Donc, tout ça, ça questionne sur les outils. Alors, on a défini sur le slide que vous avez à l'écran, alors qui n'est peut-être pas très visible, mais que je vais vous détailler du coup, 8 fonctions et 40 outils qui, en fait, sont des fonctions utiles en situation de télétravail. Alors, on verra avec les intervenants suivants certains outils qui seront détaillés. Hein. Mais globalement, les 8 fonctions qu'on a citées là, c'est des fonctions qu'on peut retrouver sur lesquelles il y a un vrai enjeu sur le télétravail, le travail à distance. Donc, c'est des fonctions, c'est la gestion du temps d'abord, c'est comment on va gérer son temps en situation de distance. C'est pas neutre, hein. La distance va modifier la façon d'appréhender la gestion du temps. Ça va modifier aussi les questions de communication. Donc, comment en fait communiquer de manière fluide avec l'encadrant et avec les membres de l'équipe. Ça, c'est une vraie question et on l'a beaucoup vu pendant ce confinement. Les questions d'organisation, donc comment synchroniser et organiser les tâches de l'équipe. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être mettre en place d'autres types d'outils. Hein. Alors vous avez des exemples, du Trello, du Zoho, il y a des outils qui sont des outils open source et vous avez des outils qui sont des outils propriétaires. Donc ça dépend de la philosophie de votre entreprise. Hein. Mais l'idée, c'est quand même de déployer un environnement de travail qui soit plus compatible avec le distanciel et les questions d'organisation rentrent en ligne de compte. Vous avez la question de l'évaluation, qui est une question aussi très importante. On l'a vu, les encadrants en fait perdent un peu les repères en matière de contrôle et d'évaluation quand les salariés ne sont pas directement sur le lieu de travail. Donc ça va reposer un certain nombre de questions sur comment on va évaluer les tâches et comment on va assurer surtout un suivi de cette évaluation. C'est-à-dire comment au quotidien, un encadrant, va pouvoir savoir, sans forcément poser la question aux personnes qui sont en télétravail, aux personnes qui sont à distance, quelles sont les tâches qui ont pu être réalisées, où c'est qu'on en est de tel et tel projet et quels sont les retards éventuellement qu'on a pu prendre sur certains projets. Donc les questions d'évaluation sont aussi des questions centrales. On a ensuite des questions de stockage. Bon, voilà, alors on utilise évidemment des systèmes de stockage dans certaines entreprises qui peuvent être des systèmes assez classiques, hein, du Dropbox ou d'autres sites du OneDrive, enfin, suivant votre philosophie de travail et d'outils. Mais la question du stockage pose aussi la question de la sécurité des données professionnelles, qui est évidemment une question centrale en situation de télétravail. Les outils de réunion, donc bon là on l'a dit, mais on a vu beaucoup émerger tout un tas d'outils, alors qui sont peut-être la première génération d'outils de réunion finalement du Teams, du Zoom, mais on voit bien hein, que finalement le Zoom c'est qu'une façon de regrouper en fait une équipe à distance. Il y a aujourd'hui des outils qui vont beaucoup plus loin que du Zoom. Hein. Je vais citer, je sais pas, Klaxoon par exemple, un outil qui permet d'aller un peu plus loin dans la gestion de ces réunions et qui permet aussi de faire du management à distance et de la collaboration. Du travail à distance. Donc la question de la réunion est une vraie question sur laquelle il va falloir poser aussi en face un certain nombre d'outils qui ne seront pas forcément des outils classiques de visio. La collaboration, donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on le verra aussi tout à l'heure, hein, mais des outils comme Microsoft 365, Google Doc, G Suite, je ne sais plus comment il faut l'appeler aujourd'hui, mais des suites collaboratives qui permettent en fait d'avoir des outils de travail en ligne, de partager des documents et donc de travailler à plusieurs, soit en temps réel, donc toutes les personnes, en même temps qu'elles participent à une visio, peuvent se connecter sur un document de travail, soit en temps différé, donc on laisse un document en ligne pendant une période de 2 jours, 3 jours, 5 jours, un mois, et chacun peut y apporter sa contribution et travailler comme ça dans un distanciel en temps différé. Et puis les derniers types, la dernière catégorie d'outils, c'est les outils d'assistance, parce que c'est vrai que, étant donné que les collaborateurs ne sont pas forcément directement sur site,
il faut être en capacité de leur porter une assistance sur un outil qu'ils ne savent pas utiliser, donc de prendre la main à distance. Donc là, vous avez aussi tout un tas d'outils qui sont utiles en situation de télétravail. Voilà, donc ça, c'est une vraie réflexion finalement qu'il faut poser, que les entreprises ne posent pas forcément en ces termes. C'est-à-dire que ce qu'on observe, nous, c'est que ponctuellement, en fonction des demandes d'encadrant et d'équipe, on peut déployer un outil de visio, on peut déployer... mais il y a beaucoup d'entreprises encore, alors je ne sais pas si c'est forcément le cas dans les vôtres, hein, mais qui n'ont pas de vraie stratégie définie à l'avance sur quels sont les outils et comment que je vais mettre en œuvre et comment je vais les utiliser en situation de travail à distance. Donc je pense que c'est une question qui est importante en situation de télétravail. Et pour terminer, juste, alors il y a d'autres ateliers hein, dans le cadre de cette semaine qui porteront sur ces thèmes, donc je ne vais pas développer, hein, mais la question du télétravail, ça pose aussi, et du travail collaboratif à distance, ça pose aussi toutes les questions de sécurité des données de RGPD. Qui sont aujourd'hui des questions centrales. Hein. Donc, bon, chaque entreprise doit effectivement se poser la question du voilà, comment je sécurise les données professionnelles. Est-ce que les télétravailleurs vont pouvoir travailler sur toutes les données qu'utilise l'entreprise? Est-ce qu'on pourra avoir notamment des données nominatives? Et comment je vais à la fois veiller à respecter le règlement général de protection des données, mais au-delà de ça aussi, d'arriver à poser des nouveaux outils qui vont permettre de sécuriser les échanges entre le bureau et les différents lieux de travail au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui vont être détaillées. Je vais passer la parole à Philippe qui va continuer sur le sujet. Merci, merci Pascal et bonjour donc à tous et merci donc d'assister à cette présentation. Donc je prends suite de Pascal, ce qui n'est pas toujours facile vu l'exposé exhaustif qu'il nous a fait sur les outils. En même temps, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça me permet de montrer un petit peu le choix enfin, l'éventail des outils qui sont mis à disposition et du coup la difficulté que ça peut engendrer. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Philippe Rézolin, je suis facilitateur indépendant au sein d'une agence que j'ai créée, EcoConsult. Voilà, j'anime des ateliers, notamment sur le travailler autrement, et je suis également co-animateur de la commission DigiWorks. Donc, DigiWorks, la commission de la mêlée, qui est un think tank, notamment, qui réfléchit sur le travail autrement. On va parler donc de ces outils collaboratifs, et plus précisément, on va parler du collaboratif, voir un petit peu ce que c'est. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même acception de ce terme-là. Et donc, du coup, je vais essayer un petit peu d'éclaircir ce terme-là. Qu'est-ce qu'on peut y mettre sur ce mot et comment on peut travailler sur ce nouveau mode de travail. Je te propose, Constance, d'envoyer le petit sondage que j'ai fait qui va permettre un petit peu de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes de vos réflexions sur le sujet. Donc, vous venez d'assister à une présentation d'outils, une présentation rapide, mais vous voyez qui montre un petit peu toute l'exhaustivité, toute la diversité des outils. Vous êtes intéressé, si vous assistez à cette présentation par ce thème-là, donc j'imagine que vous avez déjà envisagé d'équiper votre entreprise avec un certain nombre d'outils. Comment allez-vous faire cette implantation, cet achat d'outils collaboratifs? Première option, vous achetez un package d'outils dont on vous a parlé, qu'on vous a recommandé, et vous allez en faire l'implantation, soit par le biais, par exemple, d'un intégrateur tel que Cooperby, qu'on verra ensuite, en intégrant un petit peu de formation à l'utilisation de ces outils. Ça, c'est la première option que vous pourriez choisir. Une deuxième option, c'est vous achetez ce package d'outils, mais vous avez quand même pris conscience que l'utilisation de ces outils va impliquer un changement de posture pour utiliser ces outils et que donc il faut une prestation d'accompagnement au changement pour modifier les usages. Voilà, c'est un petit peu ce dont on parlera Aude tout à l'heure.
Et puis, une troisième option, c'est que vous décidez d'avoir une démarche collective, collaborative même, on peut dire, pour décider quels sont les outils que vous allez utiliser et comment vous allez les utiliser. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je vais vous proposer maintenant. Voilà, on va utiliser un petit peu on va vous laisser le temps de faire de répondre tranquillement. C'est bon, on a eu un certain nombre de réponses. Ouais, je vois que ça déjà, c'est bien, vous cliquez, ça clique vite. C'est assez, donc il y a quand même une forte, il y a 3/4 donc des personnes donc, qui pencheraient pour une démarche collective pour utiliser l'outil. Ben, j'en suis fort heureux parce que c'est un petit peu la démarche que je vais vous proposer, même si j'insiste, hein, la partie accompagnement au changement n'est pas superflue et de toute façon, ça s'intègre dans cette démarche collective. Alors, la question qu'on peut se poser de suite, je vais essayer de faire attention parce qu'il faut que je regarde un petit peu le temps. La question qu'on peut se poser sur le collaboratif. Qu'est-ce que le collaboratif si on le prend un petit peu de façon un petit peu rapide, on peut considérer que la collaboration, c'est quelque chose qui va de soi. On ne travaille pas majoritairement tout seul. On a à un moment donné des personnes qui vont nous fournir des données. On va fournir le résultat d'un travail. Donc, la collaboration, c'est quelque chose qui existe finalement depuis que le travail s'est mis en place. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ce travail a été extrêmement processé à une époque sur les 10 dernières années. Cette collaboration donc, a été processée, donc c'est les fameux processus qu'on a intégrés dans les entreprises qui ont été une façon de travailler extrêmement efficace sur de nombreuses années. On peut mettre ça dans l'après-guerre, les 30 années de l'après-guerre, où on a fait du travail très, très processé, notamment parce que c'était du travail de série où il fallait développer des produits en grande quantité. Et donc, c'est quelque chose qui a fonctionné. Il semble que maintenant, ça soit un mode de fonctionnement qui soit un petit peu différent et qu'il faille aller sur un mode de collaboration qui soit un peu plus ouvert, donc un petit peu débarrassé de tous ces processus et aller donc sur un mode de fonctionnement qui soit un peu plus spontané. Et donc, on a vu éclore donc des modes de travail où effectivement, on travaille par groupe et donc on laisse un petit peu les personnes donc où on essaie du moins de laisser les personnes se débrouiller par eux-mêmes. Il se trouve que c'est un petit peu compliqué parce que le collaboratif, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas par défaut. Faire travailler des gens ensemble, c'est aussi, même de façon un peu plus spontanée, c'est quelque chose qui doit être accompagné, qui doit être provoqué, qui doit être cultivé par de l'accompagnement. Alors, là-dessus, bien entendu, c'est rajouter le numérique. Donc, le numérique dit collaboratif, qui va permettre à des personnes d'échanger des informations, des données, de partager des documents, etc. Mais cette façon de travailler, de partager ces documents, c'est quelque chose qui doit venir en aval d'une démarche plus orientée collaborative, c'est-à-dire où on va changer un petit peu la culture des personnes, et c'est là où je voudrais en venir sur une démarche que je souhaiterais vous proposer, qui est le design collaboratif. Le design collaboratif, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années et qui va vous permettre d'avoir une démarche un peu plus structurée sur la réalisation collaborative d'activités. Alors, c'est une démarche qui est assez complète, qui peut se dérouler sur des temps assez courts, de 2 à 3 jours. Et je voudrais vous présenter deux axes principaux de cette forme de travail qui sont les sponsors, un travail avec des sponsors et l'utilisation de métamodèles. Les sponsors, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez, tout à l'heure, quand je vous présentais, je vous indiquais qu'on pouvait essayer de faire travailler des gens de façon relativement libre ensemble. Il faut quand même que
cette forme de travail soit encadrée, soit sponsorisée par des personnes qui vont s'impliquer dans la réalisation, dans la mise en œuvre et dans la réalisation de cette démarche. C'est des sponsors, ce sont des responsables et des garants du résultat de ce travail collaboratif. Et donc, ces sponsors vont faire équipe avec le facilitateur pour construire une démarche qui va être orientée résultat, donc qui va vous permettre d'obtenir résultat, et qui va également prendre en compte l'ensemble des exigences de l'entreprise. Hein, j'insiste bien, la démarche collaborative a des fois des connotations un petit peu, on va dire, fantaisistes, où on dit, ben voilà, on laisse un petit peu les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent, on les fait travailler avec des post-it, etc. Les idées arrivent un petit peu comme elles peuvent arriver. Il faut quand même que cette démarche soit structurée, et cette structure peut se faire par le biais de cette équipe de sponsors qui va designer, c'est-à-dire qui va préparer la séquence aval de construction d'un travail collaboratif. Les thèmes qui peuvent être abordés sur ces réunions avec les sponsors, donc on appelle ça des sponsor meetings. Il peut y en avoir plusieurs réunions de ce type-là. Je n'ai pas précisé les sponsors. Qui sont les sponsors? On trouve bien entendu le chef d'entreprise, mais idéalement, il faut trouver d'autres intervenants également. Donc, une petite équipe autour de 3 à 4 personnes peut être intéressante, peut être productive. Pour aborder donc les sujets suivants, c'est dans quel contexte allons-nous déployer cette démarche collaborative? Quels sont les enjeux de cette démarche collaborative? Quels seront les points de vigilance sur lesquels il faudra porter notre attention? Et puis également, qu'est-ce qu'on aura comme données disponibles? Ça, c'est le premier point de cette partie-là. Donc, un groupe de sponsors qui va permettre donc de créer, de structurer donc cette démarche. L'autre point qui est important, c'est des utilisations de modèles. Alors, Philippe, il va falloir aller un peu plus vite sur ces petits points. Tu me laisses 5 minutes quand même. J'ai presque fini. 5 minutes. Donc, des modèles. Alors, je vais vous présenter, donc, puisqu'il faut que j'aille vite, elle a raison. Je vais vous présenter un des modèles qui est le plus connu, qui est le modèle Scan, Focus, Act. Donc, qui est un modèle qui fait partie d'une panoplie qui a été développée par deux personnes, un couple d'Américains, Matt et Gail Taylor, qui ont inventé dans les années 80 ce mode cette construction d'atelier. C'est une démarche qui a eu du succès puisqu'elle a été à une époque reprise par Ernst & Young et puis après par Capgemini, qui a créé ces ateliers, qui a créé les ateliers ASE. Donc, pour ouvrir le champ des possibles, donc une phase de scan qui va permettre donc d'explorer l'ensemble des possibles. On va ensuite se focaliser sur des sujets, donc sur une étape de focus, et ensuite on va préparer à l'action donc avec une phase de acte, sachant que ce modèle-là est itératif et peut être rejoué de façon itérative plusieurs fois. Alors, je vais rapidement donc sur la partie comment caractériser cette démarche et ces différentes étapes. Alors, il y a un certain nombre de mots, finalement, on vous enverra la présentation, donc vous les lirez. Voilà, le scan, c'est essentiellement de l'apprentissage ou du travail de contexte. Le focus, on va bien entendu analyser et approfondir certaines données. Et puis, sur la phase de acte, on est sur de l'action et de la capitalisation de réflexion. Voilà, je vais donc cesser cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone qui s'affichent. Je laisse la parole sans plus attendre donc à Jean de la société Cooperly qui va donc nous présenter des outils. Merci Philippe. Alors oui, effectivement, pour rebondir après sur ce que vient de dire Philippe, une fois qu'il y a eu une idée et un processus de maturation interne qui a été mis en place, ben déjà, oui, tu m'entends pas ?
Est-ce que Jean, voilà, super, Philippe, il fallait juste arrêter le partage d'écran, mais c'est nickel, je te laisse, Jean. Merci. Merci, Constance. Il faut bien identifier, en fait, quand on va imposer dans le système d'information la mise en place d'une digital workplace, déjà, il faut bien définir ce que c'est qu'une digital workplace. C'est complexe. En fait, c'est un ensemble d'outils qui composent une couche basse dans l'organisation. C'est même la première couche, puisque c'est la couche qui va permettre, en fait, d'organiser et d'assembler tous les différents échanges qu'il y a entre les interlocuteurs. C'est quoi une workplace? Une workplace, techniquement, c'est l'endroit où s'exprime le travail. Une digital workplace, c'est la même chose, mais en digital, donc dans des conditions, par exemple, de télétravail, mais pas seulement, parce que le télétravail peut être organisé. Comme on le voit dans le schéma là, qui est à côté de moi, vous avez une notion de processus qui est très, très importante. Une digital workplace va avoir un impact sur 100% des processus de l'entreprise. Donc, ce n'est pas du tout un choix anecdotique, c'est un choix qui va avoir de lourdes conséquences sur après la productivité et l'ensemble de la mise en place des autres briques fondamentales de l'entreprise, que ce soit la CRM, la comptabilité, les outils de production. Il y a donc un ensemble d'outils qui est aujourd'hui extrêmement imposant autour de ça, et c'est normal puisqu'encore une fois, c'est une couche basse de l'organisation. Donc, il y a des outils qui vont être capables d'apporter des solutions pour communiquer, des outils qui vont être capables d'apporter des solutions pour gérer les projets, des outils qui vont être capables d'apporter des solutions pour concevoir des documents, pour les héberger, pour les partager, etc., etc. Et donc, il y en a une quantité, je pense, aujourd'hui infinitésimale. On ne les compte plus. Il y en a énormément. Et donc, il faut arriver à faire des choix. C'est extrêmement important parce qu'il faut évidemment éviter d'avoir trop d'outils. Donc, il faut les choisir avec parcimonie. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec des petites briques. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous voyez ici un ensemble de briques qui correspondent chacune à un outil. Donc, si j'avais dû l'exprimer en vrai, ma table n'aurait pas été suffisante. Mais ce que vous constatez déjà visuellement, c'est qu'il y a beaucoup de porosité entre chacune des briques. Et ça, c'est le premier écueil qu'on va rencontrer dans les entreprises, c'est de la porosité. Et donc, il faut arriver à rationaliser tout ça. Donc, pour rationaliser tout ça, il faut que je fasse des choix. Et donc, parmi les choix que je vais faire, je vais enlever un ensemble d'outils et je vais composer en fait ma propre workplace en tenant compte de certains paramètres qui sont fondamentaux. La première chose, c'est que je vais avoir besoin, vous allez voir, hop, je fais mon tri, tac, 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 voilà, j'ai fait un tri. La première chose, en fait, c'est que je vais avoir besoin d'un socle, d'une base. Ici, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vais vous parler de The Workplace, parce que c'est un outil c'est une digital workplace qui est en tout cas très complète, donc ça va être plus simple pour moi. Il vous faut un socle. Ce socle, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va gérer à la fois vos autorisations, la gestion de vos utilisateurs, les autorisations d'accès aux différents outils de la workplace. Il va aussi avoir à gérer tout ce qui va être production de contenu. Donc, en fait, on démarre toujours de ce socle-là et autour de ce socle-là, on va commencer à assembler des briques. Ici, je vais ajouter une couche de gestion de projet. Ici, je vais ajouter mon cloud. Ici, je vais ajouter mon système de SSO, c'est-à-dire tout ce qui va me permettre d'authentifier mes utilisateurs sur les différents autres outils de l'entreprise. Et évidemment, après, on va continuer, tout ce qui va être intranet, messagerie, signature électronique, agenda partagé évidemment, outils de création de présentation ou de webinar, tableur, ici c'est messagerie instantanée, chat, et ici des outils de collaboration. Voilà, donc là j'ai constitué une workplace qui est, je vais mettre comme ça, voilà. Cette workplace-là, il faut bien comprendre qu'elle ne va pas fonctionner naturellement. Et c'est là où les étapes qui ont été expliquées par Philippe avant ont un sens et ont de l'importance. Parce que ces outils-là sont là pour faciliter la communication. Et donc, il y a un schéma interne dans chaque entreprise qui se met en place. C'est-à-dire que les gens vont communiquer naturellement les uns avec les autres dans un schéma informel. Et c'est ce schéma informel-là, ce qu'on appelle aussi tous les process qui sont liés en fait à l'innovation, c'est ce schéma-là qui va nous permettre après d'avoir une production factuelle, une production quantifiable, une production mesurable. Attention cependant à bien garder en tête l'écueil que vous allez générer avec une workplace.
ces briques-là, en fait, elles vont produire elles-mêmes de nouvelles briques. Alors, pour que ça parle à tout le monde, je pense que tout le monde connaît Excel parfaitement bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une workplace et qu'on a des outils, par exemple, qui permettent de générer des tableurs? Ben, souvent, on dit, tiens, je vais faire une extraction de fichiers, je vais sortir un listing, un fichier client, etc. En termes de sécurité, ça pose de vrais problèmes. Et donc, tous ces petits blocs qui vont être générés par votre workplace, il faut impérativement qu'ils soient connectables et mesurables, quantifiables et traçables au travers de vos outils de gestion de votre workplace. Et ça garantit à la fois aux utilisateurs de la cohérence, ça garantit de la sécurité et ça garantit que votre outil est conforme au cadre législatif, mais aussi conforme au respect des droits privés de l'organisation et surtout des collaborateurs. Donc, dans ma démonstration, l'idée, c'était de vous montrer assez simplement, de manière la plus ludique possible, ce qu'est une digital workplace. Alors, du coup, je voulais vous passer un petit sondage à ce stade-là. Peut-être que, Constance, tu peux envoyer la première question. J'ai mis un petit piège. C'est vraiment… il faut voir, en fait, la workplace comme l'émanation, l'extension de ce que vous feriez en présentiel. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et ça veut dire qu'il faut penser les outils, non pas pour l'usage éventuellement extérieur qu'on pourrait en faire, mais surtout d'abord pour l'usage interne. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si on a des premiers retours, Constance, du sondage. Oui, on a quelques retours. On a 35% de participants, 42 maintenant. Super, ça continue, ça continue. Et je peux mettre fin maintenant si tu me dis que je mets fin maintenant. Ouais, je veux bien. C'est juste pour vous montrer la tendance. Parce que je sais qu'en ce moment, voilà. Ben c'est super. Donc, à 42%, vous avez répondu la troisième proposition. Donc, c'est bien celle, en tout cas, qui ressemble le plus à une digital workplace. Pourquoi? Parce que, notamment, je pensais aux outils de meeting qui étaient là un peu en double fait, mais les outils de meeting, bah, comme là, vous voyez en ce moment, on utilise Zoom. Nous, chez nous, on n'utilise pas forcément Zoom, donc ce n'est pas forcément l'outil qui va constituer notre digital workplace. Mais donc, ce n'est pas vraiment indispensable. Par contre, les outils de messagerie instantanée, notamment, sont des outils qui sont primordiaux et importants. Donc, pour clôturer, merci Constance. Pour clôturer mon intervention, je voulais vraiment insister sur ces 3 étapes qui sont fondamentales. C'est on pense le digital workplace comme un processus de base, un processus bas niveau de l'entreprise. Donc, il faut y associer nécessairement la gouvernance et l'ensemble des parties prenantes, c'est fondamental. 2, il faut que les outils qui vont être choisis soient des outils qui rentrent dans la notion de conduite du changement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion des utilisateurs, puisque ce sont ces outils-là qui vont être utilisés par 100%, logiquement, des gens qui sont dans l'organisation, dans l'entreprise. Et le 3e point, donc, fondamental aussi, c'est les notions de sécurité. Gardez à l'esprit que la digital workplace, c'est le premier endroit où les données partiront. Donc, c'est potentiellement votre premier risque cyber, ou en tout cas votre premier niveau d'exposition cyber identifié dans l'organisation. Donc, il faut vraiment les travailler maintenant, dès aujourd'hui. Ça ne coûte pas forcément extrêmement cher. C'est des produits qui sont assez accessibles. Par contre, il faut impérativement les architecturer. Et j'ai donc un petit dernier sondage, ça m'intéressait, je trouvais ça intéressant de savoir un peu comment vous vous situez dans cette digital workplace. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que ce n'est pas un vrai sujet? Est-ce que c'est un projet que vous avez à court terme? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà sur le bout des doigts? C'est un vrai enjeu aujourd'hui, de savoir utiliser une digital workplace. Bon, ben c'est super. Donc voilà. Donc, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un sujet. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui maîtrisez bien ce point et c'est extrêmement important. C'est vraiment ce qui fera demain la cohésion de nos organisations. Donc, c'est top. Super. Merci à tous. À très bientôt. Et je laisse ma place à Aude, pardon. Pas de souci. Merci beaucoup, Jean. Donc du coup, effectivement, je me présente, je m'appelle Aude Anizan, je travaille actuellement chez Métis en chargée de chef de projet et consultant change. Aujourd'hui, je vais essayer en tout cas de vous permettre de découvrir le sujet de l'accompagnement au changement.
Comme mes prédécesseurs, je vais vous démarrer avec une question. J'aimerais savoir en fait ce que c'est aujourd'hui pour vous l'accompagnement au changement. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et du coup, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que c'est l'accompagnement au changement. Donc, je vais vous laisser répondre au sondage et on va voir déjà pour démarrer un petit peu, prendre la température pour voir à quel point le challenge va être élevé pour moi aujourd'hui pour vous présenter cette démarche. Ok, super, super. On a déjà de très bons convaincus. Donc à 83%, vous savez que c'est une étape clé. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Il y a quand même une certaine partie d'entre vous pour qui c'est un concept vague. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Du coup, pour vous présenter un petit peu le sujet d'accompagnement au changement, je vais vous proposer un cas d'étude. La société Tartemus et Bidule Chouette. Donc en fait, c'est une société toulousaine. Voilà, ils ont 300 personnes. Ils ont un siège qui est basé à Toulouse. Ils fonctionnent bien, hein, ils fonctionnent très très bien. Ils ont d'excellents bureaux en open space, voilà, avec une belle dynamique qui s'est créée, des réunions comme on les aime, comme on les connaît aujourd'hui beaucoup. Mais voilà, il y a un an, comme beaucoup d'entreprises, ils ont entendu parler du coronavirus et la direction s'est justement posé la question du télétravail. Et qui dit télétravail dit mise en place d'outils collaboratifs. Donc voilà, ils ont essayé en fait de réfléchir en amont de tout ce qui s'est passé à comment est-ce qu'on peut passer de TEB classique avec des bureaux, avec des open space à un TEB 2.0 où on conserve le même fonctionnement, où on embarque tout le monde. Mais par contre, on essaye justement d'avoir une dynamique différente avec des outils collaboratifs qui nous permettent de continuer à travailler, mais voilà, qui nous permettent de le faire à distance. Et justement, comment est-ce qu'on peut faire cette transition en embarquant l'ensemble de nos collaborateurs, en n'oubliant personne, et surtout en maintenant la satisfaction et en maintenant un bon ROI, un bon retour sur investissement, parce que mettre en place des outils collaboratifs aujourd'hui, ça peut coûter cher. En tout cas, ça demande de l'investissement. Du coup, face à ce constat, face à cette envie de la société, la direction s'est posé plusieurs questions. Mais ok, comment est-ce qu'on va faire pour assurer l'adoption déjà des nouveaux outils par les collaborateurs? Parce que oui, enfin aujourd'hui, comme l'a dit Jean, il existe une multitude d'outils, mais comment est-ce qu'on va s'assurer que celui qu'on va choisir et qu'on va mettre en place va être adopté par nos collaborateurs? Comment est-ce qu'on va garantir justement un retour sur l'investissement qu'on décide de faire aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on va faire pour assurer la réussite du projet? Où il y a un mot qu'a dit Jean que j'ai adoré, c'est l'adhésion. Parce que oui, la mise en place est très très importante, mais une très très belle Ferrari avec un très mauvais conducteur, ça donne pas quelque chose d'exceptionnel. Donc du coup voilà, c'est comment assurer la réussite du projet tout en assurant la réussite de l'intégration de nos nouveaux outils, mais l'adhésion et l'adoption de ces nouveaux outils par nos collaborateurs. Pour expliquer cette démarche, pour expliquer en tout cas comment on va faire tout ça, je vais vous présenter donc la démarche d'accompagnement au changement. Et pour vous présenter cette démarche, je vais vous proposer un bus qui est le bus du changement et qui va me permettre en fait de vous expliquer quel va être le principe de toute cette démarche-là. Donc en fait, notre bus du changement, on va s'imaginer, tout le monde va l'intégrer à partir du moment où on va annoncer qu'il va y avoir un changement. De fait, tout le monde, tous nos collaborateurs, l'intégralité de la société intègre ce bus du changement. Maintenant, tout le challenge, il va être de se dire qu'on va voir que dans les étapes d'accompagnement au changement, on en a plusieurs, on en a 5 au total. Le challenge de tout ça, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait pour que tous nos collaborateurs restent dans le bus et ne sortent pas à une des étapes de l'accompagnement du changement. Parce que si on a un collaborateur qui sort du bus, ça veut dire qu'on l'a perdu et qu'il ne pourra pas participer avec nous, qu'il ne pourra pas avancer dans cette démarche d'adoption du changement. Donc on va voir ensemble les différentes étapes qu'on va aborder, en tout cas qu'on vous propose d'aborder chez Med6 dans le cadre d'un changement que vous mettez en place, et on va l'appliquer notamment à la société TEB et voir quelles pourraient être les différentes réactions face à nos différentes étapes. Donc tout d'abord, on a notre étape de sensibilisation, qu'on appelle aussi l'étape de prise de conscience. Donc cette étape-là, elle va permettre de prendre conscience de la nécessité de changer. Et elle va poser plusieurs questions. D'abord, quelle est la nature du changement? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Et quels sont les risques si nous ne changeons pas? Pour vous illustrer cette étape-là, je vais prendre l'exemple de Martine.
Martine, elle a plein d'amis dans la société. C'est vrai que ça fait énormément de temps qu'elle est dans la société. Et du coup, elle a des amis un petit peu partout. Et du coup, Martine, elle a tendance à avoir les informations avant tout le monde. Parce que voilà, entre collaborateurs, ils discutent, c'est normal, hein, c'est ça. Et donc, elle a beaucoup d'informations. Et elle a entendu dire que la société TEB allait mettre en place un outil collaboratif pour contrôler ses salariés. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas sûrs du travail que faisaient les salariés. Et du coup, elle a entendu dire que oui, il allait peut-être avoir la mise en place de Teams, mais c'était que pour contrôler. Voilà, parce que de toute façon, il y a une perte de confiance. Et puis en plus, il y a un plan économique qui se répare. Enfin, tout un tas d'informations. Au final, en fait, tout ce type de comportement, toutes ces rumeurs-là, on peut tout à fait y mettre fin en diffusant la bonne information, en s'assurant qu'on précise bien justement pourquoi est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on va mettre en place, pourquoi est-ce que c'est nécessaire et quels sont les risques si on ne change pas. Si on a expliqué à Martine très rapidement, oui, alors on va mettre en place Teams. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, la situation sanitaire se dégrade. Aujourd'hui, il y a justement une mise en place du télétravail qui va être possiblement nécessaire pour vous permettre de continuer à travailler avec tous vos collaborateurs et limiter les impacts de ce changement-là. On vous met en place un outil collaboratif. On aurait très vite mis fin à toutes ces rumeurs qui auraient pu se générer chez Martine et avec ses collaborateurs. Première étape, sensibilisation très importante. Deuxième étape, donc là on a vu que puisqu'on a réussi cette étape-là, Martine elle est restée dans le bus. Donc là c'est une très bonne nouvelle et on conserve l'ensemble de nos collaborateurs dans le bus, ce qui va nous permettre de passer à l'étape de volonté. L'étape de volonté qu'on appelle aussi étape de désir. Désir de quoi? De participer et de soutenir le changement. Donc là ça me permet de vous parler d'une phrase qui est hyper importante, c'est que pour qu'un groupe ou une organisation change, toutes les personnes de ce groupe ou de cette organisation doivent changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'en fait, lorsque le changement il doit être collectif, il doit impérativement passer par une adoption individuelle, personnelle. Je dois personnellement être convaincu, avoir la volonté de changer. Et pour ça, on va commencer par identifier les poches de résistance et leurs raisons, parce qu'il y a toujours des raisons aux résistances. Et ensuite, on va identifier les leviers de motivation. Qu'est-ce qui pourrait inciter, qu'est-ce qui pourrait susciter en tout cas le désir de changement chez mes collaborateurs. Je vais vous prendre un autre exemple. On a Nicolas, on va discuter avec lui parce que lui c'est vrai qu'il a été rapidement identifié comme résistant à ce changement-là, en tout cas à la mise en place de notre outil collaboratif. Mais Nicolas, il m'explique rapidement qu'en fait lui, il est tout nouveau dans la boîte, ça fait 4 mois qu'il est là. Et dans la boîte où il était avant, ils ont essayé de mettre en place un outil collaboratif et ça a été un échec cuisant. C'est passé par 2-3 mails et puis après en fait personne n'a été formé, personne ne savait comment ça fonctionnait. C'était vraiment une galère sans nom. Au final ça a été un brouhaha, ça a été beaucoup plus complexe. Les façons de faire se sont démultipliées, plus personne n'arrivait à communiquer ensemble. Il m'explique vraiment qu'en fait il a eu une expérience très négative derrière. Donc déjà que je lui explique à Nicolas que son point là il est hyper important. Parce que cette expérience négative, elle va nous permettre d'être réexploités pour justement ne pas reproduire les erreurs du passé, parce que les erreurs, ça arrive. C'est arrivé aussi chez la société TEB. Mais aujourd'hui, justement, cette expérience-là, on va s'en servir, nous, pour aller de l'avant, pour comprendre ce qui s'est mal passé et comment on peut faire les choses différemment. Donc déjà, on va aller débloquer un petit peu cette poche de résistance. Et puis, il m'explique aussi, Mathieu, qu'il avait son ami Rémi, avec qui ils bossaient régulièrement. Ils font pas partie du même service, mais ils ont de grosses synergies. Et au départ, ils étaient dans les mêmes locaux. Et puis Rémi, il est passé 3 bâtiments plus loin. Il est au 4e étage. Il se voit plus, il se parle plus. C'est hyper compliqué. Puis il est frustré par ça parce qu'il y avait de belles synergies qu'il avait créées avec lui. Et maintenant, il a l'impression que toutes ces synergies se sont envolées. Ce qu'on va lui expliquer justement, au titre d'un levier de motivation, c'est que grâce à ce nouvel outil collaboratif, on va lui permettre de pouvoir communiquer plus facilement avec Rémi comme avec tous ses autres collaborateurs en levant la contrainte physique de bureau. Donc ça nous permet en fait d'aller chercher chez lui de la volonté et d'aller justement lui prouver que ce changement-là, il va lui apporter à lui, il aura un intérêt lui propre de changer. Donc la super nouvelle, c'est que quand on explique tout ça à Mathieu, il reste dans le bus. Donc on peut passer à l'étape suivante avec Mathieu et l'ensemble de ses collaborateurs. On passe du coup à la 3e étape qui est l'étape de connaissance. Étape très importante parce que du coup, cette étape-là, elle va nous permettre d'acquérir les compétences et d'acquérir les connaissances nécessaires pour permettre l'utilisation des nouveaux outils.
forcément, vous avez tous eu le cas dans une de vos expériences passées où on met en place quelque chose, on est convaincu que c'est important pour la boîte, on est convaincu que ça peut apporter des intérêts pour nous, mais on ne sait pas s'en servir. Du coup, c'est un peu le soufflet qui retombe. Donc là, en fait, cette étape-là, elle va permettre simplement de former nos collaborateurs à ces nouveaux outils, de leur apporter toutes les connaissances nécessaires pour leur permettre ensuite d'utiliser les nouveaux outils de la façon dont ils le désirent. Pour reprendre cet exemple-là, et je pense que vous l'avez déjà aussi vécu, on va prendre Mireille. Mireille, elle est commerciale, ça fait 30 ans qu'elle fait ce boulot. Elle est excellente dans ce qu'elle fait. Vraiment, le relationnel, les réseaux, on ne peut rien lui apprendre là-dessus. Mais par contre, Mireille, elle déteste l'outil informatique. C'est pas possible pour elle. C'est comme ça. C'est presque physique. Elle aime pas ça. Ça lui parle pas. Ça lui plaît pas. Ça l'intéresse pas. Mais elle comprend, hein, elle a compris l'étape de sensibilisation, elle a compris pourquoi c'était nécessaire pour l'entreprise. Elle a compris aussi que malgré tout, ça lui permettrait d'échanger plus facilement avec ses collaborateurs, d'échanger aussi avec les autres commerciaux qui sont peut-être basés ailleurs en France. Donc voilà, elle y voit aussi un intérêt personnel. Mais elle se dit, mais je vais jamais y arriver, j'ai pas les connaissances. Cette étape-là va lui permettre d'acquérir tout ce dont elle a besoin, toutes les connaissances dont elle a besoin pour mettre en pratique et se servir de ces nouveaux outils. Donc on est super content parce que quand on a expliqué ça à Mireille, on l'a rassurée. Elle sait qu'elle va être formée. On lui a aussi envoyé des invitations pour les sessions de formation. Elle est rassurée. On est sûr qu'elle reste dans le bus. On peut passer du coup avec elle à la 4e étape, l'étape de compétences. Les connaissances, c'est très bien. Mais maintenant, l'étape de compétences, ça va nous permettre de soutenir la mise en pratique des connaissances. Parce que des connaissances seules, c'est très bien. C'est un petit peu comme passer son code et pas savoir conduire une voiture. C'est pour ça qu'on passe le permis. C'est un petit peu le fait de passer le permis après avoir passé le code. Donc, c'est la capacité à mettre en œuvre le changement, justement. Donc, pour ça, on va aller faire des formations sur le terrain. On va aussi permettre la prise en main de l'outil pour se prouver s'initier au nouvel outil, le tester, comprendre comment ça fonctionne, appliquer les connaissances qu'on a vues en formation. On va faire du coaching, du mentoring. Toutes ces étapes-là vont nous permettre en fait aussi d'identifier les problématiques qu'on n'aurait pas vues en formation, d'aller répondre aux questions sur le terrain, de dire ah moi j'avais vu ça en formation mais là je sais plus faire. Donc du coup on va essayer de voir avec nos collaborateurs comment est-ce qu'on peut répondre aux différentes questions et justement on va mettre en place des ateliers aussi d'échange de pratiques et d'amélioration pour que l'ensemble des collaborateurs échangent entre eux sur leurs bonnes pratiques et aussi sur les difficultés qu'ils auraient pu rencontrer pour s'entraider et pour justement bien soutenir la mise en pratique des connaissances qu'ils auraient apprises. Pour cet exemple-là, on pourrait prendre Martin. Martin, lui, il a fait les formations, il a tout suivi, vraiment, c'est top. Il lance l'outil collaboratif, boum, un bug. Ah, ça arrive malheureusement. C'est aussi le propre des projets, c'est que parfois on rencontre des bugs. On fait tout pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, Martin, il est hyper content de faire partie d'un groupe d'entraide. Il a fait partie aussi du groupe pilote et ça lui permet de rapidement échanger avec Hervé. Lui, Hervé, il a déjà vu ce bug, mais il savait comment faire parce qu'en fait, dans son ancienne boîte, il avait vu comment résoudre le bug. Donc en fait, ils vont échanger ensemble et puis au bout de 5 minutes, le bug il sera résolu et il pourra remettre, en tout cas s'assurer de la mise en pratique de ses connaissances en levant ce bug rapidement avec Hervé puisque de toute façon, lui savait. Donc on est hyper content parce qu'en faisant ce groupe d'entraide-là, en permettant ces échanges-là, on s'assure que Martin il reste dans le bus et qu'il ne soit pas frustré justement par l'impossibilité de mettre en œuvre ses connaissances. Donc du coup, on peut passer à la dernière étape. Dernière étape, du coup, l'étape de pérennisation. Et ça met en valeur un point qui est très important, c'est qu'un changement, pour être durable, il doit être pérennisé. On a tous plus ou moins vécu ce moment dans l'entreprise où il y a toute l'euphorie de la nouveauté, tout le monde est hyper content d'un nouvel outil, comment ça se passe, c'est chouette, on est trop content, et puis d'un coup ça retombe comme un soufflet parce que c'est comme ça, on avait des vieilles habitudes, elles ont tendance à revenir dans la difficulté aussi, donc du coup petit à petit ça vient s'éteindre. Là, c'est une étape en fait qui va nous permettre d'empêcher le retour des vieilles habitudes, notamment par un système de gratification ou de valorisation de la mise en œuvre des nouvelles connaissances. L'objectif, ça va être de valoriser et de faciliter les nouvelles pratiques, de faciliter aussi les retours d'expérience pour être dans une amélioration continue, montrer que c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans l'entreprise, que
c'est quelque chose qui va perdurer et qu'on a une volonté forte à ce sujet-là. Donc, on va tout faire pour s'assurer que ça perdure et que ce soit périn. Une fois qu'on a passé toute cette étape-là, vous l'avez vu, on a réussi le challenge. L'ensemble de nos collaborateurs sont restés dans le bus. Donc là, on peut dire qu'une fois qu'on a passé l'ensemble de ces étapes, on est vraiment en route vers l'adoption au changement. En tout cas, on est plus serein face à ça. On a réussi notre mise en place de l'outil, on a réussi notre adoption. Honnêtement, on a mis toutes les chances de notre côté pour s'assurer que ce projet soit une véritable réussite et pour nos collaborateurs et pour l'entreprise. Donc, assurer aussi un très bon ROI, un très bon retour sur investissement et être certain que oui, on a fait un investissement, c'est pour justement assurer le fonctionnement de l'entreprise, mais il y aura un retour là-dessus. Du coup, je vais conclure avec une dernière question. Vous allez voir, elle est assez similaire, à la première. C'est un petit peu pour voir si on aurait une évolution, notamment pour les personnes pour lesquelles, au départ, c'était un concept vague, de voir justement si cette étape-là, aujourd'hui, elle est plus claire pour vous, si cette démarche est plus claire pour vous. Il est possible qu'il y ait encore des points qui soient à développer. J'ai essayé de synthétiser au maximum la démarche pour que ce soit clair pour tout le monde et que ça parle au plus grand nombre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper important et c'est aussi ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une démarche autour de laquelle vont venir se greffer tout un panel d'outils qui vont permettre de réaliser les 5 étapes qu'on a vues ensemble. Est-ce qu'on aurait déjà des petites réponses ? On a encore dû à développer et je suis sûre qu'on aura l'occasion de faire ça. Dans la présentation qui vous sera envoyée, vous aurez mes coordonnées si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez aller plus loin sur les sujets, ce sera avec plaisir. En tout cas, ne perdez pas de vue que dans un changement, il faut pas perdre de vue le côté humain et que du coup, ce côté humain, il peut tout à fait être répondu avec une bonne démarche d'accompagnement au changement. Et je terminerai avec un chiffre. C'est qu'une initiative accompagnée d'une excellente conduite du changement a 6 fois plus de chances d'atteindre ses objectifs. Et ça, c'est un chiffre qui a été vérifié. Et du coup, autant mettre toutes les chances de votre côté, faire le choix de cette démarche-là et assurer vos projets pour assurer un bon retour sur investissement. Je vous remercie. Merci Aude. Écoute, j'ai l'impression que c'était très clair. En tout cas, on a plein de super retours sur cette présentation. Donc, merci à tous nos experts. J'ai cependant noté quelques petites questions. Une question de Stéphanie et d'Aurélien que je vais t'adresser, Philippe, au sujet du design collaboratif. Est-ce équivalent au design thinking? Quid de la gouvernance agile? Oui. C'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Alors effectivement, il y a des similitudes entre le design thinking et puis le design collaboratif. On peut dire que le design thinking est un peu une sous-étape du design collaboratif. C'est une méthode qui peut être utilisée à la place, par exemple, de la méthode Scan, Focus, Act. Je vous ai dit qu'il y avait plein de méthodes. Le design thinking en fait partie. En ce qui concerne la démarche agile, c'est quelque chose un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose. Dans ce cas-là, on pourrait dire que la démarche agile, c'est quelque chose qu'on peut mettre à côté un petit peu du design collaboratif. Bien entendu, la gouvernance agile fait appel au collaboratif, ça c'est évident. Et on va dire, c'est une démarche qui est un petit peu adjacente. Voilà. Je sais pas si je suis clair sur mes réponses. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour, donc merci pour ce premier retour, Philippe. Aude, moi, j'avais noté une autre question de Angé concernant du coup tout ce qui va être accompagnement au changement. Certains proposeraient apparemment de procéder par étapes, ceux qui adoptent rapidement, ceux qui sont sceptiques, ceux qui résistent. Voilà, quels seraient les arguments pour trancher et voir comment adopter cet accompagnement au changement? Alors nous, on fonctionne effectivement par étapes. De ce que je comprends, c'est juste de fonctionner par étapes différentes en fonction de groupes, peut-être qui pourraient être différents, c'est-à-dire pour certains aller plus vite, pour d'autres aller moins vite. C'est bien ça la question? Alors si Angé veut apporter plus de précision. Oui, la question était plutôt, vous dites il faut tout le monde mettre dans un bus, ça paraît très tentant et très sympathique, mais d'autres qui disent non, tout le monde ne voudrait pas monter tout de suite dans le bus. Hein. Et est-ce qu'on attend que tout le monde soit prêt ou est-ce qu'on commence avec ceux qui veulent bien déjà monter dans le bus?
Et on embarque les autres dans un autre bus peut-être qui roulera moins vite. Alors, l'idée, elle est claire, c'est que de toute façon, tout le monde, à un moment donné, doit intégrer ce bus. Et l'idée de ce bus, de toute façon, c'est que inconsciemment, on va l'intégrer dans le sens où, dès qu'en fait on annonce le changement, on a une partie de nous qui est conscient qu'on va devoir changer. Mais par contre, là où le point il est hyper important, c'est que chacun des collaborateurs, chacun de nos collaborateurs de l'entreprise vont devoir passer par ces 5 étapes que j'ai présentées, sans quoi on va s'exposer à des risques. C'est un petit peu la suite de la présentation. C'est le pour aller plus loin, si je pourrais dire. Mais en tout cas, vous allez voir que, et on pourra en discuter ensemble, que si on décide de faire, par exemple, l'étape de sensibilisation, de sauter l'étape de volonté et de passer à l'étape de connaissance, on va voir qu'on va s'exposer à chaque fois à des risques. Et si on ne fait pas les 5 étapes, qu'on en saute une et qu'on passe directement à l'autre pensant que justement on peut aller plus vite et qu'on n'a pas besoin de ça, en fait, on va voir qu'on va s'exposer à des risques et que si on n'a pas embarqué tout le monde à chacune des étapes, malheureusement, ce ne sera pas un accompagnement au changement qui aura 100% de chance de réussite. Merci. On dirait du coup que tu as bien répondu à la question. Est-ce que peut-être qu'une autre personne aurait d'autres questions pour nos autres experts? En tout cas, une chose est sûre, si vous souhaitez aller plus loin avec un des experts qui est présent aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail à transphonium@lamele.com. Je vais le mettre dans le chat. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me dire, voilà, moi, j'aimerais bien échanger avec Pascal, avec Philippe, avec Jean, avec Aude. Et je ferai bien volontiers la mise en relation. Parce que je vous rappelle que du coup, cet événement rentre dans le cadre de l'opération transformation numérique et cybersécurité. L'idée dans tout ça derrière, c'est vraiment, une fois que vous êtes sensibilité, c'est de vous accompagner dans toutes vos démarches de transformation numérique et pourquoi pas vous proposer un premier accompagnement, du coup 2 fois moins cher avec un de nos 4 super experts qui sont présents ici aujourd'hui. Donc voilà. Pour ça, en fait, on propose également des pré-diagnostics en ligne. Je vous mettrai également le lien du pré-diagnostic. Ça vous permet de mesurer la maturité numérique de votre entreprise, aussi bien sur les sujets du e-commerce, de la relation client, de la com digitale, mais aussi collaboratif et télétravail qu'on a abordé aujourd'hui. Et si on se rend compte que il y a des besoins d'accompagnement, on a un panel d'experts qui peuvent vraiment répondre à toutes vos attentes. Peut-être, en attendant éventuellement des dernières questions, on va peut-être faire un petit tour de table de nos intervenants avec vraiment, pour vous, très rapidement, le mot de la fin, la chose à mettre en place pour tout ce qui est collaboratif et télétravail. Là, je vois que Philippe a le micro ouvert, mais je n'ai pas envie de te prendre de court, sinon on peut commencer par Pascal. Moi, ce que je dirais, c'est que sur le travail à distance, sur le télétravail, il y a une question qui se pose, c'est la question de la visibilité de la communication. Je l'ai dit en introduction, donc je pense que s'il y a des outils à mettre en œuvre, en fait, il y a un panel d'outils, je pense, qu'il faut développer pour permettre de garder cette visibilité professionnelle et d'éviter que des encadrants perdent le contact avec leur équipe. C'est ce qu'on a beaucoup vécu pendant la période de confinement. Et à mon sens, c'est quand même ce qu'il faut éviter si on continue à développer le télétravail. Merci beaucoup. Philippe ? Oui, j'en profitais pour décrire un point que je n'avais pas fait tout à l'heure. Sur la partie donc, design collaboratif, il y a deux gros morceaux, deux grandes étapes, de grands postes. Il y a une partie donc, modèle, outil. C'est ce qu'on appelle la facilitation, enfin le design plutôt. Et puis, il y a la partie facilitation. Et sur la partie facilitation, il y a des compétences importantes en termes de facilitation qui sont des compétences d'écoute et de storytelling, de savoir raconter des histoires pour embarquer les équipes. Voilà, c'est des compétences qu'il faut savoir acquérir pour animer ces ateliers de design collaboratif. Merci. Merci Philippe. Jean, peut-être ? Je ne sais pas, vous m'entendez ? Oui, là, on t'entend. C'est bon, tu es revenu. Alors, c'est super. Je vais vous faire une transition d'enfer. Alors, vous voyez, là, je viens d'expérimenter une panne totale de la fibre. Donc, dans l'entreprise, on s'est retrouvé sans Internet. Donc,
Point super important d'une digital workplace, avoir tout en plusieurs versions. Donc, les PC ont arrêté de fonctionner, mais par contre, on a tous pris le relais sur nos téléphones portables. Donc voilà, je suis sur mon téléphone portable et on continue quand même à travailler. Donc, la digital workplace, c'est pas que sur les PC, c'est aussi sur les mobiles maintenant. Donc voilà, quand tout semble perdu, on a toujours la possibilité de basculer. Digital workplace, agile. Belle transition, merci beaucoup. Aude, peut-être? Allez, je vais du coup finir avec, dans le même sens de ce que je disais, je pense qu'aujourd'hui, pour assurer l'adoption des collaborateurs, le meilleur moyen d'assurer ce point-là, d'assurer l'adoption au changement, c'est de les rendre acteurs en fait de ce changement-là, de leur faire comprendre que du coup, on est tous ensemble vers atteindre un objectif commun qui est la pérennisation de l'entreprise, qui est le fait que l'entreprise se porte bien pour que tout le monde soit heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est acteur de quelque chose, on est beaucoup plus impliqué. Donc, rendre les personnes acteurs de leur propre des changements qui pourraient être dans l'entreprise, ce sera le meilleur moyen de vous assurer des réussites. Merci beaucoup, Aude. Merci d'avoir participé à ce 4e webinaire de la semaine de la Transfonum. On vous donne rendez-vous dès demain pour un webinaire sur l'organisation et les process qui aura lieu à 11 h. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page de la mêlée. Merci à tous, nos 4 experts. C'était vraiment un sujet super intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci à tous, à bientôt. Merci à vous et très bonne journée.